Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre stratégie? On achète des titres mal valorisés et qui ont une forte rentabilité des fonds propres. Tout le monde raisonne en price earning. Nous, on raisonne plutôt en prix sur cash flow. Mais on a découvert que ça ne faisait pas énormément de différence par rapport au price earning. Certaines personnes disent que je suis le Warren Buffett français, ce qui est très sympathique pour moi. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur sa stratégie ou sa non-stratégie? La réalité, c'est que personne ne sait ce que fait Warren Buffett. Ça serait quoi votre stratégie à titre personnel si vous aviez zéro contrainte de taille, de nombre de lignes pour surperformer? Prenez les 10 titres des meilleurs gérants. A priori, ça bat l'indice largement. Et si on prend les 10 titres d'indépendance, est-ce qu'on bat indépendance? Oui, il y a une affaire. William Higgins, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Moi, je suis depuis quelques temps déjà un petit peu ce que vous faites et votre approche. Et vous avez récemment fait pas mal de podcasts. Petit rappel, vous êtes un, si ce n'est le meilleur gérant de fonds d'investissement en Europe, avec déjà votre fonds France depuis 30 ans, où vous avez retourné plus de 4000%. Je crois que c'est à peu près 13,1% annualisé. Et plus récemment en fonds Europe, où là vous êtes à 14,6% sur les données de janvier. Je n'ai pas actualisé avec les données d'hier. Première question, évidemment, on va rentrer en détail sur tout ça. Comment vous expliquez ces résultats? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre stratégie? Alors, notre stratégie est très simple, en fait. On achète des titres mal valorisés et qui ont une forte rentabilité des fonds propres. Disons, on s'attendrait à ce que les sociétés qui ont une forte rentabilité des fonds propres bénéficient d'une prime par rapport au marché. Et au moins sur le marché français, on découvre que non. Et c'est intéressant de voir que si vous lisez des études de brokers, on vous dira de temps en temps la société Truc est une très belle société parce qu'elle a une marge d'exploitation de 20%. En revanche, je n'ai pas lu d'études qui disent acheter la société Y parce que la rentabilité des fonds propres est de 20%. Donc nous, on considère que la rentabilité des fonds propres, à la limite, est un très bon indicateur de la solidité d'une société et de l'existence de barrières à l'entrée. S'il n'y a pas de barrière à l'entrée, vous ne gagnerez jamais 20%. Donc si vous gagnez 20%, c'est soit que les managers sont géniaux, soit que le produit répond réellement à un besoin et que personne n'est capable d'en faire un autre, ou que vous soyez sur un bon oligopole, et ça marche aussi bien. Et notre vision personnelle, c'est de dire, tout le monde pense que la réglementation, c'est mauvais, mais la réglementation a un avantage, c'est que tout prend beaucoup plus de temps. Donc par rapport à un modèle de concurrence pure et parfaite où vous gagnez beaucoup d'argent et où vos concurrents débarquent le lendemain et font baisser votre rentabilité, aujourd'hui dans le monde réel, si vous avez créé une usine qui marche bien, si un concurrent a envie de faire la même chose, ça va lui prendre au minimum 5 ans, parce qu'entre le moment où votre architecte va faire les plans, le moment où vous aurez le permis de construire et le moment où vous aurez l'autorisation des différentes administrations pour lancer votre production, et ça va être très long. Et comme ça va être très long, probablement que vous n'allez rien faire. Parce que vous allez vous dire, la société qui a commencé, dans 5 ans, elle aura une productivité meilleure qu'aujourd'hui, et moi, je vais débarquer face à un type qui sera encore meilleur qu'aujourd'hui, et donc je n'y vais pas. Donc, ce qu'on se dit toujours, oui, alors ce qui nous amène aussi à dire, pourquoi faire des prévisions ? Alors peut-être juste avant de revenir sur ce point-là, est-ce que vous pourriez définir comment vous structurez la rentabilité des fonds propres? Parce qu'il peut y avoir plusieurs... Ce bénéfice sur fonds propres, hein, c'est simple. Et vous l'avez dit dans certaines interviews, certains podcasts, pour vous, c'est un bon indicateur de la prévision future. Vous parliez justement du fait que l'impossibilité de faire des prévisions, de la croissance, vous parlez de la barrière à l'entrée. Pourquoi est-ce que selon vous, structurellement, c'est un des indicateurs les plus intéressants? Parce que, comme je l'ai dit, une fois que vous gagnez très bien votre vie, les concurrents ne débarquent pas rapidement.
Donc à la limite, c'est plutôt que de faire des prévisions tirées de votre intelligence pure, dire la société a une rentabilité de 15% par an, elle garde 5, enfin disons, admettons qu'elle distribue 5 et qu'elle garde 10, si elle est réinvestie au même taux, elle gagnera tous les ans 10% de plus. Et dans notre raisonnement, c'est une des meilleures prévisions possibles. Voilà. Et ça, c'est sous couvert qu'elle soit faiblement valorisée. Il y a plein de calculs et de méthodes pour valoriser une entreprise. Vous parlez beaucoup du PER, il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous Alors je retenez? suis passé au PER parce que enfin, tout le monde raisonne en price earning. Nous, on raisonne plutôt en prix sur cash flow. Mais on a découvert que ça ne faisait pas énormément de différence par rapport au price earning. De temps en temps, le prix sur cash flow est plus facile. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, quand une société vaut 3 fois son cash flow, il ne faut pas l'analyser, il faut l'acheter. Parce que si vous l'analysez, vous allez vous dire, elle a des problèmes, il ne faut pas l'acheter. Et c'est une erreur. Et justement, le price earning ratio, évidemment, il diffère d'un secteur à l'autre. Est-ce que vous avez une gestion sectorielle du PER ou vous regardez plutôt à l'échelle globale du marché? Non, on n'a pas du tout de vision sectorielle. On considère que si un secteur est cher, ce n'est pas la peine d'y aller. Et si un secteur n'est pas cher, il faut y aller. Avec un petit bémol, on a abandonné les équipementiers auto. Mais petite question, du coup, vous allez acheter au même PER, par exemple, une société dans la banque qu'une société dans la pharmacie? Ou vous allez regarder justement en Je ne vais pas comparant... faire de pharmacie parce que c'est trop cher pour moi. D'accord. Donc Et vous je ne allez fais pas de regarder... banque parce que c'est incompréhensible. D'accord. Donc vous allez plutôt regarder finalement tous les secteurs qui sont en dessous. Je crois que vous parliez d'un PER de 12. 12, voilà. Ce n'est pas les secteurs, parce que en fait, un secteur normal, c'est 15, et vous avez des sociétés dans le secteur qui vont être à 12 ou 10. Et si on prend l'exemple du luxe, est-ce que pour vous c'est une surcote sectorielle ou c'est une surcote de marché par exemple? Le luxe a bien marché, donc tout le monde pense que ça va continuer. Et notre vision, c'est que personne n'est sûr que. Enfin, notre vision, c'est que on ne peut pas dire que l'avenir, qu'une forte croissance est garantie. Et donc, à partir du moment où les valos pensent que la croissance est garantie, nous, on n'y va pas. En fait, ça a l'air assez simple quand on vous écoute à travers ces deux critères, prix sur cash flow et return on equity, retour Hein. des capitaux engagés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous intégrez quand même des sociétés, vous avez beaucoup parlé du management des entreprises familiales que vous rencontrez. Est-ce que ça génère pas un biais finalement? Et est-ce qu'un simple finalement logiciel qui vous permet de sortir des sociétés avec ces critères-là pourrait pas répondre à cette problématique? Disons, on avait fait du backtesting avant de lancer le fonds européen. Disons, bon, ça, c'est les critères les plus simples qu'on utilise. On en a deux ou trois de plus. Sur quoi? Sur la dette, sur Sur le momentum, On va en parler. la dette n'est pas vraiment un problème parce que si vous avez une forte rentabilité des fonds propres, il est extrêmement rare que vous ayez de la dette. Sauf si vous venez de faire une acquisition, en fait. Ou que vous avez un énorme programme d'investissement. Mais honnêtement, enfin, les acquisitions, ça peut se produire. Parce que je crois que vous parliez de la marge d'exploitation au-dessus de 4, d'une croissance à minima sur les 12 derniers mois. Malgré tout, je crois que j'avais vu dette sur EBITDA inférieure à 3 et d'éviter potentiellement les penny stocks ou les boîtes avec très très peu de volume. Oui, voilà, vous savez à peu près tout. Dans la dette, honnêtement, on évite les sociétés endettées, mais a priori, vu nos critères, elles ne sont pas endettées. Donc, c'est pas. Disons, effectivement, si on avait un jour une société qui répondait à nos critères, mais qui aurait une dette supérieure à 3 fois le BE, on n'irait pas. La marge d'exploitation, effectivement, il faut des marges supérieures à 4%. En fait, on vise plutôt 10 si on peut. Pourquoi ce chiffre? Parce que lors des récessions, vous êtes mieux garanti. Et qu'en plus, l'expérience a montré qu'on a beaucoup de difficultés à faire des sociétés vraiment cycliques, c'est-à-dire en perte en période de basse eau. Parce que quand on est en période de basse eau, même si on s'est dit on va l'acheter, on va la garder pendant des années, parce qu'il y aura des basses eaux, quand on est en basse eau et que la société est en perte, on trouve généralement une société qui est bénéficiaire, qui correspond mieux à nos critères, donc on l'abandonne.
Donc une en fait, transition on parfaite avec n'arrive le pas à momentum. avoir disons, on n'est pas capable d'acheter des cycliques, quoi. Ouais, Voilà. je comprends. Et vous faites une transition parfaite avec le momentum. Et j'avais une question qui peut-être va joindre celle-ci. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre process au fur et à mesure des années? Et je crois que vous avez dit dans pas mal d'interviews que bah, idéalement, il faut assez peu changer sa manière de faire et son process. Le momentum, c'est quelque chose qui est arrivé récemment. Comment vous Non, l'intégrez c'est dans votre arrivé il y gestion? a 10 ans, non, 20 ans maintenant, oui. Non, disons, le momentum, au début, ça a été, je vendais des titres juste avant des OPA. Et c'était énervant. Disons, enfin, il y a une société qui m'avait marqué, c'était Landanger Camus, qui fabriquait des prothèses, qui publie des résultats semestriels pourris. Le cours monte, je vends et je suis très content de vendre. Et un mois après, il y a l'OPA. Après, j'ai appris que donc ils étaient en négociation. Les brevets étaient enfin, les brevets étaient partiellement détenus par des professeurs de médecine et ils avaient besoin de leur accord pour l'OPA. Donc ils allaient voir les professeurs de médecine qui, dès qu'ils sortaient du bureau, achetaient des titres Landanger Camus. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me permettrait d'arrêter de faire ça, sachant que j'avais un autre exemple qui était Berger-Levrault. Et je me suis dit, finalement, c'est la hausse du cours. Donc, quand un cours augmente par rapport à l'indice de référence significativement, il faut au moins 20%, soit il ne faut pas vendre, soit si on vend, il faut être relativement lent. Et ça améliore pas mal la performance. Et l'inverse, c'est vrai, si un titre décale de 20% par rapport au marché, a priori, il ne faut pas y toucher. Et le minimum, c'est d'attendre une publication de semestriel ou d'annuel d'ailleurs. Donc vous ne vendez pas si ça perd 20% ou au contraire Non, vous... j'achète pas. D'accord. Si un titre a perdu 20%, il faut réaliser que les investisseurs, on n'est pas les seuls à pouvoir acheter des titres. Il y a les gens qui travaillent dans la société. À titre anecdotique, il faut dire que l'AMF n'a jamais poursuivi un salarié. Donc les salariés ont le droit de faire de l'insider trading. Je plaisante là, je ne veux pas que les salariés se mettent à faire de l'insider trading suite à ce que je viens de dire. Mais bon, pour le moment, personne ne s'est fait pincer. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'en profite, mais est-ce que vous regardez, on parle des initiés, mais souvent des personnes autour de la direction, il y a certains sites qui montrent finalement Oui, les alors la personnes. réponse, il y a des études aux États-Unis qui montrent qu'ils ne sont pas bons. D'accord. Donc, on a l'impression que c'est une information très utile, mais finalement, probablement, en fait, les dirigeants de société sont optimistes, donc ils croient toujours que leur société va bien marcher, probablement parce qu'il y a un biais. Les gens pensent enfin, tout le monde pense être très bon dans son domaine, donc ils ne sont pas d'excellents investisseurs, même s'ils ont de l'information que nous n'avons pas. Ok. Vous avez parlé des small caps en disant qu'effectivement, depuis 5 ans, il y a une sorte de désamour Une catastrophe. là-dessus. Une catastrophe, il faut dire ce que c'est. Vous avez beaucoup comparé ça, en tout cas parlé du private equity pour expliquer finalement cette forme de désamour. Aujourd'hui, on est à un niveau de marché où le marché est au plus haut. Comment est-ce que vous voyez cette évolution et quel pourrait être le catalyseur justement pour que soit les small caps rattrapent les large caps ou au contraire le private equity? Disons, ça va être long. Disons, il y a une tendance actuelle qui est que les gens du private equity sortent les sociétés du marché coté. Donc, si ça continue, l'écart qui est à peu près de 30% entre les valos du private equity et celles du small cap coté va être amené à décroître. Ça, c'est le premier point. Ensuite, n'importe quoi peut provoquer une hausse des small caps. Les institutionnels ont abandonné le secteur. La plupart des sélectionneurs de fonds ont abandonné le secteur. Et les gérants de grandes valeurs qui avaient des petites valeurs parce que ça boostait leur rentabilité ont arrêté d'en faire. Donc il faudrait que pendant une période donnée, les petites valeurs fassent 10% de plus que les grandes Pour pousser pour les que tout instituts le à monde revenir. se remette à faire dedans.
parce qu'en tant qu'allocation d'actifs, généralement, les gens considéraient qu'il fallait avoir 5% de petites valeurs, ce qui est très faible en fait. Les petites valeurs représentent à peu près 20% du marché. Et 1% de Bitcoin, c'est ça? Ouais. Donc, voilà, on est à une période où c'est très peu détenu, les petites valeurs. Donc, ça pourrait changer, mais personne ne sait pourquoi ça changerait. Je comprends. Vous parliez tout à l'heure d'objectifs de cours par rapport au momentum. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous identifiez avant d'acheter une société, ou vous regardez simplement ces critères de return on equity et de valorisation pour arbitrer une boîte à l'autre? Et vous aviez dit dans d'autres interviews que sur cet effet momentum, finalement, tous les 6 mois, vous regardiez l'action qui a le moins bien performé pour vous désengager de celle-ci. Alors ça, on fait ça parce qu'il y a des études qui démontrent que ça marche. Et pour être franc, on ne sait absolument pas pourquoi ça marche. Mais honnêtement, ça marche. Bon, donc autant le faire. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est vraiment tous les 6 mois, vous faites un point? Non, Vous suivez c'est de régulièrement? temps en temps. Pour simplifier, je vais dire tous les 6 mois. Mais de temps en temps, on regarde la valeur qui marche le moins bien. Et on se dit, bon, on abandonne. Sachant que quand on fait ça, il ne faut plus utiliser des critères de valorisation. Parce que globalement, plus ça baisse, moins c'est cher. Donc à la limite, la valorisation devient très attrayante. Mais quelque part, c'est qu'on s'est trompé. Quelque part, c'est que le marché est très pessimiste. Et, que je reviens là-dessus, les salariés peuvent acheter du titre, les clients peuvent acheter du titre, les concurrents peuvent acheter du titre et les fournisseurs peuvent acheter du titre. Donc si ces 4 types d'investisseurs potentiels ne font rien, c'est que probablement il y a une bonne raison. Et du coup, vous n'achetez pas des titres qui vont dévisser en bourse, vous le disiez tout à l'heure. Donc, si ça perd 20% par rapport à un marché de référence, je vais attendre une bonne nouvelle ou un catalyseur pour que finalement Ce n'est l'action pas une bonne remonte. nouvelle ou un catalyseur, c'est au moins des résultats semestriels qui me... Voilà, au moins il n'y a pas eu de catastrophe qui expliquerait la baisse. Oui, je Voilà. comprends. Je crois que vous avez dit dans une des interviews que vous alliez évidemment continuer de probablement surperformer le marché. Qu'est-ce Je que n'ai vous jamais dit envisagez? ça, j'en sais rien en fait. Alors, comment vous envisagez les futures performances du fonds France et du fonds Europe? Et est-ce que vous pensez que le fonds Europe va continuer de mieux performer que le fonds France? Bon, il y a une petite concurrence entre le fonds France et le fonds Europe. Bon, le fonds Europe marche très bien, donc ça c'est sûr. Enfin, s'ils sont très bons, enfin, c'est plus collectif le fonds Europe que le fonds France. Dans quel sens? Dans le choix des valeurs, dans l'analyse? Non, en fait, c'est les pondérations. Le choix des valeurs, c'est assez collectif. Et les pondérations, j'ai plus d'influence sur la pondération dans le fonds France que dans le fonds Europe. Et dans le fonds Europe, ils aiment, enfin, la collectivité, disons, a une pondération plus faible que dans le fonds France. Mais c'est aussi parce que c'est un fonds PEA-PME, donc ça a des contraintes que le fonds France n'a pas. Donc c'est pas tout à fait, enfin pour moi c'est pas tout à fait le même type de gestion. La France est très concentrée, l'Europe l'est beaucoup moins. Justement, comment vous faites ce choix de pondération? C'est quoi la stratégie? Visiblement, elles sont un peu différentes sur le fonds France et le fonds Europe. Avant même de parler du fait que les valeurs européennes, finalement, profondeur de marché qui est plus forte, donc c'est peut-être plus facile de trouver des boîtes avec un bon ROE et faiblement valorisées. Mais comment se fait ce choix de pondération? Est-ce qu'il est sectoriel? Comment vous le Non, rebalancez? la pondération, si les titres étaient parfaitement liquides et tout, on aurait 3% sur chaque ligne. Voilà. Avec néanmoins, on va compliquer un peu le truc. En réalité, les titres ne sont pas d'une liquidité identique. Par ailleurs, il y a des écarts de valo qui sont très importants. Ou des degrés de risque qui ne nous semblent pas les mêmes. Donc, par exemple, COFAS, j'aimais bien COFAS à 7 fois. C'est devenu une ligne correcte. Mais bon, j'ai plus de mal d'avoir une ligne à 4% du fonds sur COFAS que sur, disons, Publicis. Donc, les pondérations, bon, 3 à 4% quand on acquiert les titres,
Ça me paraît des chiffres normaux, sachant que le fonds Europe, eux, sont sur des titres moins liquides parce que PEA, PME, donc eux, ils ont du mal à atteindre les 3%, et je crois qu'ils n'atteignent pas les 4%. Voilà, sauf sur la partie, les 25% qui peuvent ne pas être PEA, PME. Et nous laissons les titres augmenter leur pondération. Ça, tant qu'un titre est sous-évalué, en fait, l'idée quand même, c'est d'acheter des titres sous-évalués et d'espérer qu'ils deviennent surévalués. Voilà. Et donc, c'est quoi? C'est un arbitrage entre le fait d'arbitrer avec d'autres sociétés qui sont à un niveau de valorisation et de rentabilité plus intéressant, mais aussi l'effet momentum d'un autre côté. Parce que si vous avez une boîte qui commence à être surévaluée, mais que vous profitez de l'effet momentum, c'est là où vous pouvez avoir de la performance. Comment vous faites cet arbitrage-là? Alors, l'arbitrage, en fait, c'est surtout les idées d'achat qui provoquent des changements. C'est-à-dire, comme je n'ai jamais de cash, si je veux acheter quelque chose, il faut que je vende. Et donc, ce qui n'est pas le cas sur l'Europe. L'Europe, ils ont tellement de souscriptions que c'est plus facile. Et donc, quand on doit acheter quelque chose sur le fonds France, il faut vendre un titre. Et donc là, on regarde le titre le plus cher. Enfin, les titres les plus chers. Au début, je vendais le titre le plus cher. Maintenant, normalement, c'est les 3 les plus chers. Et dans ce cadre-là, on regarde s'il y a un fort momentum. Et aujourd'hui, on est un peu plus compliqué que ça. C'est la plus grosse ligne actuellement, c'est Rheinmetall, qui est la plus chère. Mais il a été décidé, quand on a pris la ligne en février 22, que nous ne vendrions pas Rheinmetall avant qu'il y ait la paix en Ukraine. Donc, elle est hors catégorie, disons. Ça, c'est un arbitrage, c'est une décision que vous prenez mensuellement ou Non, c'est comment? une décision que j'ai prise en 22 et que je ne changerai pas. Non, non, pas pour Rheinmetall, mais le fait de vendre les 3 titres les plus surévalués, de potentiellement arbitrer là-dessus. Ah oui, ça c'est normal, hein. Donc c'est la gestion quotidienne, on va C'est la dire. gestion quotidienne, ou alors les titres qu'on s'est plantés. Non, Ouais. mais on voit de temps en temps, on se dit, bon, la société voulait vendre une partie de son activité, ça fait 2 ans qu'elle n'y arrive pas. Bon, on s'impatiente un peu, quoi. Alors j'avais cru noter, vous m'interrompez si je me trompe, mais que le fonds France détient des parts du fonds Europe. Oui, alors au début, c'était la seed money parce que très précisément, on avait dû mettre 10 millions d'euros, 10 millions d'euros du fonds France et 5 millions d'euros de la société de gestion. Là, ils n'ont plus besoin du fonds France. Donc là, on est en train de se racheter. Et donc maintenant, on n'a plus grand-chose. Enfin, je ne me rappelle plus, mais on doit avoir 70 000. Non, on avait 70 000 titres et on a récupéré 3 millions. Donc 3 millions divisé par 100. Enfin bon, l'idée c'est de sortir du fonds Europe. Non mais bon, en plus c'était bien. Comme ils battaient le fonds France. Non, puis en plus, bon, traditionnellement, les petites sociétés battent les moyennes et battent les grandes. Ça, on sait expliquer pourquoi? Ou c'est C'est comme historique? ça. Ça ne marche pas depuis 5 ans. Depuis 5 ans, tout est faux. Mais on peut... Voilà. Si ça n'a pas plus de sens de dire qu'une petite boîte peut faire plus de croissance et forcément dans un marché où elle va grandir plus vite qu'une grosse structure et aussi lié à son agilité ou c'est pas forcément lié à ces sujets-là? Non, enfin, pour comprendre pourquoi les petites valeurs sont un très bon investissement, il suffit de lire Investir, enfin ils ne l'ont pas écrit depuis longtemps, dans lequel ils disent la société X est très jolie, mais faites attention, le titre n'est pas liquide. Et de temps en temps, c'est sur des sociétés où j'ai 1 million d'euros et où je me dis, le particulier qui va investir 100 000 euros, il peut y arriver, hein. Donc il y a une peur du manque de liquidité qui fait que les titres sont bradés, quoi. Justement, cette liquidité, comment vous la gérez sur des titres qui ont des valorisations à 100, 200 millions, sachant que vous avez des positions qui sont, j'allais dire, normales à l'échelle d'un fonds, mais très importantes si on compare un particulier. Vous avez expliqué dans certaines interviews que vous prenez votre temps, que ce soit pour rentrer ou pour sortir. Comment vous faites cette gestion-là?
Nous, on tient compte de la liquidité et si on doit sortir pendant un an, on sortira pendant un an, hein. Les marchés sont efficients. Non, mais l'angoisse de la liquidité, ça vient du sentiment d'être supérieur au marché. C'est-à-dire de dire, moi j'ai compris quelque chose que le marché n'a pas compris, ou j'ai une information, mais là, ça commence à devenir juridiquement difficile que le marché. Oui, enfin, on peut avoir des informations publiques que personne n'a récupérées. Et donc, il faut que je sorte à toute vitesse. Euh, Et du coup, c'est quoi la tendance quand vous sortez d'un titre? En moyenne, il vous faut combien de temps quand vous avez une conviction forte pour en changer? Vous avez besoin de liquidité pour j'ai aller sur un jamais autre de titre? conviction si forte que ça. D'accord. C'est rare que je me dise je veux sortir à toute vitesse. Généralement, c'est plutôt de se dire je suis pas à l'aise, il y a cette nouvelle qui fait que j'ai envie de baisser peut-être de 10% la pondération, puis il y a une autre nouvelle qui m'énerve, et donc on recommence 10-20%. Donc c'est assez progressif en fait. C'est assez progressif en fait. Ok. Disons, oui, à la limite le gros profit warning, mais le gros profit warning, le titre s'ajuste. Alors on en a parlé un petit peu en off. Warren Buffett, vous m'avez dit, pour vous, il n'avait pas forcément de stratégie d'investissement. On parle souvent de lui comme un investisseur value. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur sa stratégie ou sa non-stratégie? Oui, alors, bon, disons, certaines personnes disent que je suis le Warren Buffett français, ce qui est très sympathique pour moi. Vous le prenez comment d'ailleurs? Oh, ça, c'est très prestigieux. Mais la réalité, c'est que personne ne sait ce que fait Warren Buffett. Vous pouvez lire tous les livres sur Warren Buffett qui ont été publiés, et il n'y en a pas un qui vous dit Warren Buffett achète des titres qui ont enfin, il n'achète jamais des titres plus de 2 fois l'actif net ou des price earnings des price earnings supérieurs à 20 ou disons des critères quantitatifs qui permettraient de dire voilà la stratégie de Warren Buffett. Fondamentalement, sur les 30 dernières années, la médiane de ses investissements, c'est tant, etc., etc. En fait, d'une part, pour moi, Warren Buffett, c'est un grand analyste des assurances. Et bon, il y a longtemps, disons, à une époque où c'était complètement opaque, lui, il connaissait ce secteur et il a fait fortune dans ce secteur. Donc voilà. Donc moi, je n'investis pas dans les assurances ou très peu. Voilà. Donc Pour quelle raison? c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, la seule société. D'abord, il n'y en a qu'une société qui pourrait entrer dans mon système. Enfin, Coface, c'est de l'assurance. Hein. Comme quoi, l'assurance. Et dans le temps, j'étais actionnaire de l'RMS. Donc j'aime bien, oui. Enfin, on se retrouve là-dessus. Et il y a Score, qui de temps en temps est un bon investissement. Mais bon, globalement, c'est des pondérations relativement faibles dans ce que je fais. Et après, bon, pour moi, Apple, c'est hors limite, quoi. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça vous Et inspire en plus, quand je vous ne fais voyez pas faire de ça? banque, donc je ne ferai jamais d'Amex. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce que ça vous inspire une position pareille chez Apple? Parce que alors aujourd'hui, ça lui sourit. Si demain, les niveaux de valorisation des boîtes tech sont quand même très importantes, je ne vais pas dire portées par Nvidia en ce moment, mais Apple est très largement survalorisé. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'il ait une position de 47% sur son fonds? Bon, pour le moment, ça a dû marcher. Non, mais voilà, bon, simplement, on ne peut pas se dire je suis le Warren Buffett, sachant qu'il fait tout, c'est-à-dire beaucoup d'assurance, enfin, pour simplifier outrageusement, de temps en temps une ligne de chemin de fer et de temps en temps de l'Apple. Donc voilà, bon, moi je ne ferai jamais la même chose. Voilà, et personne ne fera la même chose. Pour les apôtres de Ngrams, de vraiment la deep value, qu'est-ce que cette approche-là vous inspire? Alors attention, c'est deep value. J'ai relu Benjamin Graham. À un moment, j'ai cru que j'avais inventé quelque chose. La présomption caractérise l'être humain. Et j'ai relu The Intelligent Investor et j'ai découvert que non, je ne faisais qu'appliquer The Intelligent Investor. Okay. Parce qu'il y a une petite phrase qu'on lit et qu'on ne retient absolument pas, qui est dans lequel il dit
il vaut mieux investir dans une société qui, quand elle investit 100, a 15 de profit que dans une société, quand elle investit 100, a 5 de profit. Donc ça veut dire qu'il faut investir dans des sociétés qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés. Donc pas cher et forte rentabilité des capitaux engagés. Et c'est ça la value. Hein. C'est pas j'achète la boîte qui vaut rien avec un monceau de dettes. Mais ça, bon, Benjamin Graham détestait les dettes. Voilà, c'est assez simple. Des belles sociétés mal valorisées, point. Et des sociétés qui ne sont pas forcément à des niveaux de rentabilité incroyables, mais qui sont, on va dire, parfois valorisées en dessous de leurs fonds propres, comme ça peut être le cas dans des boîtes en Asie ou ailleurs, que certains appellent finalement la deep value. Pour vous, c'est pas forcément ce que Moi, théorise. j'aime pas les fonds propres. D'accord. Non, parce qu'à un moment, il y avait pas mal de sociétés industrielles qui avaient des tas de machines qu'elles n'avaient pas amorties. Donc, elles avaient des fonds propres, je ne vous dis pas, et des rentabilités catastrophiques. En plus, quand j'ai envie d'acheter une société et quand je trouve que la rentabilité des fonds propres est caractéristique, est trop basse, ce que je fais, c'est je dégrade les fonds propres. J'estime qu'ils n'ont pas assez provisionné et que c'est ça le problème. Non, notamment les sociétés qui ont fait des acquisitions catastrophiques. À la limite, si la rentabilité des fonds propres est faible, j'admets qu'il suffit de déduire le goodwill des fonds propres pour avoir une rentabilité correcte. C'est-à-dire le fonds est rentable, mais il y a un imbécile qui a acheté la société trop cher, mais ça ne nuit pas quelque part à la qualité de la société. Alors justement, si on parle du futur d'indépendance AM, est-ce que vous verriez ouvrir d'autres fonds hors Europe? On parlait un petit peu en off du Japon et de la Corée. Non, certainement pas Europe. D'accord. Non, mais c'est déjà assez compliqué de gagner de l'argent en France. En Europe, j'ai hésité, mais en Europe, ça marche. Donc, on est... Enfin, en Europe, la qualité de l'information en dehors de la France est quand même très bonne. Voilà. Avec des rapports annuels qui sont en anglais. Non, c'est les trimestriels. D'accord. C'est-à-dire, c'est ça aussi le problème du marché français. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, plus personne ne veut investir dans les fonds nationaux, donc genre Indépendance France, ils veulent tous de l'Europe. Ce qui fait que les gérants français sont devenus européens. Donc on pourrait penser que les étrangers sont devenus européens aussi et qu'ils allaient investir en France. Mais si vous ne faites pas des réunions trimestrielles en anglais, les gens ne viendront pas. Voilà. En plus, il y a eu un mouvement que je pense imbécile d'envoyer les sociétés qui étaient cotées sur des marchés officiels sur Euronext Growth. Or, la plupart des gens refusent d'investir. Enfin, les investisseurs étrangers ont beaucoup de mal à aller sur des marchés non réglementés. Donc, on fait tout pour que les Européens ne viennent pas en France. Donc, ça explique probablement partiellement la sous-performance des petites valeurs en France. Et pourquoi ne pas aller en dehors d'Europe? C'est plus une capacité d'équipe à analyser ou c'est une conviction que vous avez sur le fait de vous dire qu'en dehors de l'Europe, c'est pas votre... Non, mais si. Bon, le marché américain, ils sont très bons et donc ils n'ont pas besoin de nous. Donc il reste l'Europe et l'Asie, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, pourquoi? Vous pensez qu'il peut y avoir quand même des décotes ou des choses intéressantes ou c'est trop spécifique pour être quelque chose Non, mais on connaît pas, puis on n'a pas le temps, donc c'est pas la peine de faire ça. Quoi. Oui, mais après, vous pourriez vous dire, bon, bah, c'est j'allais dire une filiale qu'on crée où on met une équipe spécifique dessus qui se spécialise sur des décotes particulières là-bas. Ou... Non, c'est très compliqué. Hein. La force d'indépendance, c'est qu'on raisonne à peu près de la même manière, les 5 gérants, donc bon, ça marche, mais si vous recrutez quelqu'un, de temps en temps, on a eu des discussions et on réalise que quelqu'un notamment, pour lui, c'était... il regardait le cours sur les 10 dernières années et pour lui, il y avait un retour à la moyenne du cours sur les 10 dernières années. Vous ne partagiez pas en fait les mêmes fondamentaux. Oui, on ne partageait pas les mêmes systèmes. Quoi. Oui. Non, c'est compliqué. Non, mais... c'est difficile la gestion, donc il faut avoir tous les atouts de son côté. Oui, et puis j'imagine que si vous cherchez d'autres personnes, vous cherchez des gens qui partagent exactement les fondamentaux que vous mettez en place aujourd'hui. Récemment, vous avez vendu, pas par choix, mais de manière un peu forcée, parce qu'il y a eu une OPR sur S2I qui était un de vos titres préférés.
Vous avez, alors je ne sais pas si c'est à travers les actifs que vous avez récupérés, acheté du Sopra Steria, qui n'est pas forcément le titre le moins bien valorisé Si, c'est du le moins marché. bien valorisé du secteur, hein. Il n'y a pas des boîtes plus petites comme Neuron, Ah comme... non, c'est sans comparaison. Neuron, c'est un pricing de 20, Steria, Sopra, ça devait être 10, enfin, bon, disons 11-12 quand on l'a acheté. Pour vous, c'était le meilleur ratio rentabilité des capitaux engagés et price earning ratio sur les autres boîtes du secteur. C'était clairement le plus faible price earning par rapport à un Fotel, par rapport à OB, par rapport à tout le monde. Non, D'accord. mais il ne faisait pas rêver parce que, en fait, Sopra Banking, ça a énervé le marché parce que pendant des années, ça n'a pas marché et que quelque part, le discours, c'était attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Et le fait qu'ils aient vendu Sopra Banking, quelque part, a rassuré le marché. Et avec un peu de chance, ils auront une valorisation entre parenthèses normale, c'est-à-dire un pricing de 15. Et est-ce qu'ils profitent de l'effet Atos sur les commandes publiques? Et forcément, Atos aujourd'hui n'est pas dans une situation très, très favorable. Ou pour vous, c'est pas quelque chose que vous intégrez dans votre Ça, on ne l'a analyse? pas intégré du tout. D'accord. Mais bon, avec un peu de. Enfin, non, on voit très bien que. Enfin, on voit pas très bien parce que on voit rien. Mais a priori, c'est quand même Airbus qui devrait hériter d'Atos, quoi. Ah oui? Ok. Enfin, Donc, c'est ma vision personnelle, sachant que je ne regarde pas vraiment donc vous Atos. voyez pas la bataille One Point, Kretinsky Non, mais ça, c'est fini, hein, Ah oui, non, pour non, vous, mais c'est... Atos, c'est. Enfin, bon, c'est pas un dossier que je regarde, mais on a l'impression que bon, c'est vraiment proche de la liquidation, quoi. Ouais, oui. On en a parlé aussi un petit peu en off sur une boîte que vous avez achetée très récemment, Oakwind. Je serais curieux de comprendre un peu quel a été le process de découverte de cette structure, d'analyse, et ce qui vous a poussé à l'achat sur ce titre. Disons, bon, le cours a pas mal baissé, donc la valorisation commençait à être raisonnable. Il se développe assez rapidement. Le produit est intelligent, très designé, et il devrait avoir une croissance correcte pendant quelques années. Et donc, dans des fonds PEA, PME, ils ont parfaitement leur place. Alors, vous parlez souvent dans différentes interviews de la qualité du management et du fait que vous rencontriez le management. Quelle place ça a? Est-ce que finalement, il n'y a pas un biais quand on rencontre le management? Et vous le disiez vous-même, hein, finalement, parfois, les fondateurs sont très positifs par rapport à la société. Est-ce qu'en s'en référant pas juste aux chiffres, on a plus de chances de performer? Ah oui, il vaut mieux regarder les chiffres, ça c'est sûr. Donc, est-ce que vous allez vous empêcher aujourd'hui d'aller rencontrer le management ou Non, on les regarde parce que ça peut améliorer nos compréhension modèles du de dossier? prévision. Néanmoins, quand vous pensez qu'une société va mal, il faudrait s'interdire d'aller voir le management. Ou vous pouvez aller le voir, mais c'est peu. En fait, vous pensez qu'une société va mal, il faut décider de vendre, éventuellement aller voir le management, mais s'interdire de changer de décision. Parce qu'il va y avoir un biais, forcément, le management doit vous dire qu'il va changer les Non, choses, non, alors mais qu'en pour être réalité, c'est compliqué. précis, ça, c'est toujours été ma position. Et résultat, je ne l'ai pas suivi l'année dernière. Sur quel titre ça vous est arrivé? Je ne vais pas dire la société, mais c'était dans le secteur informatique. Je sentais que il y avait un retournement de marché. À partir du mois de février, j'ai fini par organiser un déjeuner avec un dirigeant qui m'a garanti que tout allait bien. Et la réponse, c'était faux. Point. Voilà. Alors, vous avez beaucoup évoqué le fait que même si vous avez eu des études de macroéconomie, vous étiez un monétariste, vous regardiez assez peu ces éléments-là. Euh, Quelle est votre analyse de l'état du marché actuellement et comment est-ce que vous intégrez malgré tout, parce que vous devez lire énormément de choses sur l'investissement de manière générale et l'actualité financière, comment est-ce que vous appréhendez ça? Ah, je n'appréhende pas ça du tout. Disons, la croissance en Europe, c'est 1% par an, donc il n'y a plus de croissance. L'inflation, ça va être probablement 2 à 3% sur la longue période. Et non, mais tout le discours sur la conjoncture, ça sert strictement à rien. On n'a même pas les outils pour savoir si on a une croissance de 1%, de 0 ou de moins 1. Pour vous, l'analyse de cette croissance, enfin, les outils autour de l'analyse n'est même pas bonne. Non, mais tout est faux. C'est-à-dire quand vous aurez les chiffres du PIB 2023, vous aurez peut-être 2% d'écart par rapport à ce qu'on pense aujourd'hui.
Donc, tout le discours sur la croissance, le manque de croissance, enfin, etc. Pour vous, c'est uniquement politique, c'est un discours pour Non, mais c'est un gérer. discours parce que bon, c'est intéressant, mais les outils de mesure ne sont pas là. Si vous regardez la révision du PIB britannique l'année dernière, c'était impressionnant. Ils ont revu tous leurs chiffres, mais avec une violence étonnante, quoi. Euh, je crois que vous aviez parlé dans un podcast de la capacité de votre fonds. Je ne sais plus si c'était le fonds Europe ou France à 400 millions d'euros. Ça, c'est le fonds France. C'est Oui. le fonds France. Où est-ce que vous en êtes dans la collecte de ces fonds? Vous parliez tout à l'heure du fonds Europe en disant qu'il était beaucoup plus souscrit finalement que le fonds France. C'est quoi vos objectifs? Parce que aujourd'hui, on pourra en reparler sur votre stratégie de communication. Forcément, les gens s'intéressent de plus en plus à ce que vous faites. Quels sont vos objectifs là-dessus? Où est-ce que vous en êtes sur cette collecte? Alors, l'Europe va bientôt atteindre les 200. Enfin, c'est devenu l'objectif. Sachant que au début, on avait un objectif de 100 qui nous semblait inatteignable. Et la France marche bien, ce qui est étonnant parce que en fait, la France avait 1 million d'actions en 92 et est descendue à 330 000 actions. Donc j'ai l'habitude de perdre des actionnaires en net. Et depuis 1 an, on recommence à avoir des actionnaires en net, ce qui est une bonne surprise. Donc, bon, si les gens veulent monter en France, on peut arriver à 400, notamment parce qu'il y a pas mal de sociétés mid qui sont plutôt moins chères que les small. Disons, bon, Coface, c'était le cas jusqu'à très récemment. Valourec, ça vaut rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nexence, bon, c'est raisonnable, mais ça commence à être correctement valorisé. Et l'outlier un peu dans le portefeuille, c'est Publicis, c'est un pricing de 13. Bon, mais eux, enfin, clairement, ils cochent toutes les cases. Mais on peut plus acheter on peut plus acheter de Publicis parce que c'est au-dessus de la plus forte CAPI de notre portefeuille. Ça, justement, c'est quelque chose que vous regardez aujourd'hui, la CAPI des boîtes que vous achetez, parce que vous pouvez vous dire, historiquement, sans savoir pourquoi, les small caps surperforment par rapport aux autres, ou vous regardez vraiment les critères dont vous nous avez parlé au début? Non, on regarde les critères de valo. S'il y a une super boîte, mais qui est beaucoup plus valorisée, enfin, qui a une capitalisation beaucoup plus importante, mais qui respecte encore mieux vos critères, vous allez plutôt aller Non, là-dessus? en fait, dans le prospectus, il est marqué qu'on ne peut pas investir dans les sociétés qui ont une CAPI supérieure à la plus grosse CAPI de notre indice de référence. D'accord. Mais je crois que nous sommes en train de faire changer, de s'enlever cette limite parce que c'était un peu ridicule, parce que ça amenait des trucs bizarres, c'est-à-dire quand vous aviez une société qui commençait à flirter à votre limite, vous ne la vendiez pas parce que vous saviez que vous ne pouviez plus jamais la racheter après. Donc bon, c'était... puis on est assez raisonnable. On sait que notre cœur de business, c'est quand même les sociétés inférieures à 12 milliards de capi. C'est là où on est très bon. Bon, on va... Disons, les grosses sociétés, d'abord, elles sont très difficilement analysables. Parce que trop d'activités, parce que trop d'activités, d'informations. etc. Que les analystes sont relativement bons sur les grandes sociétés, ou du moins elles sont suivies, c'est déjà ça. Donc, bon, notre cœur de business, c'est quand même les sociétés inférieures à 12 milliards d'euros. Et bon, on n'a pas trop de difficultés. Enfin, je suis toujours investi à 100% et ce matin, je cherchais désespérément comment avoir du cash, quoi. Donc, j'ai plus d'idées que de cash. Enfin, que de passif, disons. Ça, vous l'avez souvent dit, il est très difficile de timer le marché. Il vaut mieux être investi à 100% parce que justement, si on perd, j'allais dire même 10 ou 15 jours dans l'année qui sont les bons jours, on va pas profiter de cette baisse. Ça a été une de vos règles depuis le départ de la création du fonds, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure du temps? Ah non, ça a été dès le début parce que j'ai commencé à gérer le fonds en 92. J'ai commencé l'année en 93 avec 30% de cash.
On a libéré un quart du capital au mois d'avril et le marché a monté de 30% en 2000, en 2000, oh non, pardon, en 1993. Et donc, la première année, mon compte rendu, c'était on a fait nettement moins bien que l'indice, mais j'avais du cash et je ne savais pas quoi en faire. Et notamment, bon, parce qu'à l'époque, j'étais le patron. Enfin, disons, c'était quand même, il y avait des comités à droite, à gauche. Ils étaient très contents parce que les marchés avaient baissé de 90 à 93, d'avoir du cash et ils trouvaient que c'était génial. Et j'ai mis 1 an à supprimer le cash du fonds. Et après cette expérience, et en plus, il y a toute une littérature qui démontre que faire du timing, c'est une catastrophe intégrale. Donc, on a arrêté d'avoir du cash à partir du mois de décembre 1993 et on n'a jamais eu de cash, sauf pendant le Covid. Et heureusement pour moi, j'étais en train d'écrire un article pour Option Finance. Et donc, c'était au mois d'avril. Et j'avais dit, on a du cash aujourd'hui. Et comme j'ai quand même des principes, et j'avais dit, c'est une erreur. Et donc, résultat, comme je l'avais écrit, au mois de mai, j'ai supprimé le cash du fonds parce que ce que j'avais écrit était conforme avec les convictions. Et résultat, le marché a fait quasiment 100% du mois de mai 90 à mai 91. Donc, il est clair qu'il ne faut jamais avoir de cash, point final. Vous disiez, je pense à juste titre, que quelqu'un qui lit un rapport annuel, on sait plus que 99% de la majorité des gens qui s'intéressent finalement à l'analyse de titres. C'est quoi votre process aujourd'hui quand vous commencez à vous intéresser à une boîte? Jusqu'où vous allez dans l'analyse? Alors, généralement, on voit que les dirigeants qui... donc c'est quand même un moyen assez rapide de comprendre ce que fait la société. En plus, on est un peu toujours sur les mêmes sociétés. Parce qu'on peut aussi dire que notre stratégie, c'est on achète une société qui marche relativement bien, et quand elle n'est pas à la mode, et on la vend quand elle est à la mode. Et résultat, quelques années après, à nouveau, elle n'est pas à la mode. Et ce qui est intéressant quand on discute avec les managements, c'est que de temps en temps, on découvre soit qu'ils ont bien fait ce qu'ils avaient annoncé, soit que tout a changé. Et bon, Ça vous permet d'avoir plus ou moins de conviction par rapport au discours voilà. qu'ils tiennent. Après, il faut lire le rapport annuel. Il y a normalement beaucoup d'informations dedans. Généralement, on prend en fait, la première année, on approfondit la connaissance. Ce qu'il faut, c'est... Parce qu'on est beaucoup plus ouvert. Une fois que vous avez une société en portefeuille, tout ce qui est en rapport avec cette société, vous le lisez, vous l'analysez, etc., etc. Et au bout personnellement, au bout d'1 an ou 2, je commence à être confortable et peut-être que je vais un peu accroître la pondération. C'est quoi les titres? Du coup, vous disiez qu'il y avait pas mal d'allers-retours sur des titres plus ou moins valorisés en fonction des années. C'est quoi les titres que vous connaissez le mieux, sans forcément dire que ce sont ceux que vous préférez, mais dont vous sentez vraiment que c'est Guilin Emballage. Je pense que faudrait vérifier, mais sur les 30 dernières années, on a dû être actionnaire 26 ans, un truc comme ça. Et s'il y en a 2-3 autres auxquels vous pensez Bon, il y avait S2I qui était long. qui a été une super performance. Vous savez quelle est la performance sur la totalité de On l'a acheté à 5 € à peu près et on l'a vendu à 70. Oui, donc 10 fois, un peu plus de 10 fois. Non, un peu plus. Hein, 15 fois, non, moins de 15 fois, 14 fois. Oui. C'est quoi une journée type chez Indépendance AM? Comment vous structurez en tant que... sur le fait d'analyser un titre, de trouver des nouvelles boîtes, de savoir ce que vous allez acheter ou vendre? Comment ça se structure, une journée ou une semaine type? D'abord, il n'y a pas de journée type. Il y a des périodes où tout le monde publie, où on est débordé. On assiste au webcast parce que maintenant, il n'y a pratiquement plus de présentiel. Ce qui est redoutable parce que là, j'ai découvert l'avantage du virtuel, c'est que les gens ne prennent pas mes questions. Ah oui? Ah oui, ça c'est... non, mais... En fait, avec en plus la parole, la phrase qui tue, c'est il n'y a plus de questions.
Donc, bon. Alors que quand il y a une salle, vous posez vos questions et les gens sont obligés de répondre. Et du coup, vous continuez la discussion a posteriori pour challenger le management ou vous vous dites que c'est volontaire de leur part et que c'est pas forcément bon signe? C'est volontaire de leur part, ça c'est clair. Et si le sujet m'intéresse, je reviendrai à la charge. Voilà. Donc, bon, il y a les périodes où on écoute pas mal les gens. Il y a les périodes. En fait, disons, il y a souvent des petits changements sur les portefeuilles. En fait, c'est les pondérations qui changent le plus souvent, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est on crée une nouvelle ligne, on n'a pas de cash, donc elle est petite. Et donc, il faut trouver le moyen de trouver du cash. Et ça prend du temps. Et donc là, on analyse le portefeuille en se disant qu'est-ce que j'aime pas, est-ce que vraiment ça vaut le coup de garder tel titre, etc., etc. Et en fait, on raisonne un peu, euh, on tourne un peu en rond dans le portefeuille. C'est plutôt que de regarder le marché en général, on essaye d'améliorer la qualité du portefeuille en faisant sortir une ligne qui a peut-être à moins de potentiel et gonfler la ligne qui a plus de potentiel. Justement, sur un mois, il vous arrive d'acheter et de vendre combien de titres en parallèle? Alors, je comprends bien que vous ne les vendez pas complètement sur un mois, évidemment, On va dire on vend et on achète 3 titres en fait. mais vous les vendez ou achetez pas totalement sur un mois, puisque Non, non, on fait ça très lentement. mais du coup, en parallèle, il doit y avoir plein d'achats et de ventes de titres que vous réalisez, même si j'allais dire, vous entamez l'achat ou la vente de 3 nouveaux titres. Oui. Comme il y en a beaucoup en parallèle, ça correspond à peu près à combien de titres au total qui sont en mouvement? On tourne à peu près 25% du fonds par an. D'accord. Voilà, donc, Et vous sentez aujourd'hui qu'il y a un impact sur le fait d'annoncer que vous investissez dans un nouveau titre, sur des particuliers ou des gens qui pourraient vous suivre, et le fait que ça ait potentiellement un impact sur le cours? j'en sais rien. En fait, il y a certaines sociétés de gestion qui regardent ce que nous faisons, ça c'est sûr, mais ils regardent peut-être tout le monde. Donc peut-être que... Mais qui regardent et qui suivent parfois qui considèrent que c'est pas des mauvaises idées, donc qui sont un peu dans le même type de stratégie ou pas nécessairement? Alors bizarrement, je pense il y a peut-être un fonds qui s'appelle Rocher, je sais pas quoi, qui doit avoir la même stratégie que nous, mais il y en a bon, à part celui-là qui affiche clairement, probablement Moneta doit faire à peu près la même chose que moi, mais disons, quelqu'un m'avait dit que Ronan Burdan avait dit que j'étais l'ayatollah de la value. Euh, et quand je lui avais demandé s'il l'avait dit, il m'avait dit je l'ai peut-être dit, mais je ne me rappelle pas. Donc, mais on n'est pas si éloigné que ça. Et après, les autres, peut-être qu'ils se disent tiens, il a acheté de la valeur X, il faudrait qu'on regarde, quoi. Oui, donc au moins ça passe sous leur radar pour se dire que c'est pas forcément déconnant, qu'il y a des choses à creuser Il y a sur ce peut-être des titre. choses à creuser. Ouais. Ok. Euh, En termes d'investissement personnel dans le fonds, vous êtes investi forcément depuis le départ. Comment ça a évolué sur ce qu'on pourrait appeler l'alignement de vos intérêts par rapport au fonds France ou Europe? On est un assez gros investisseur dans les différents fonds. Ça baisse parce qu'on a plus de souscriptions qu'avant. Donc on est à un peu moins de 5% des fonds gérés, quoi. Et à Si titre on, personnel, vous êtes 100% investi dans le fonds ou vous avez d'autres types d'investissements à côté? on a un tout petit peu de trucs que le fonds ne fait pas, du genre d'immobilier, euh, qui marche mal d'ailleurs, mais bon. Non, j'ai arrêté de faire des trucs à côté parce que ça marche pas. Et justement, est-ce que vous savez un peu quelle est la proportion des investisseurs aujourd'hui du fonds? Est-ce qu'il y a d'autres investisseurs, des institutionnels, des particuliers? Est-ce qu'il y a une différence là-dessus par rapport entre le fonds France et le fonds Europe? Alors le fonds Europe, bizarrement, attire pas mal en fait, les sélectionneurs de fonds et compagnies d'assurance, etc., parce qu'il y a très peu de fonds PEA-PME. Et que
avec la modestie qui me caractérise, on a quand même eu de très très bonnes performances, alors que il y a eu de très mauvaises performances dans ce secteur. Non, mais on a eu de la chance, il faut le dire, parce que globalement, les small caps, c'est la catastrophe intégrale, et que le fonds Europe a plutôt très bien marché pendant cette période-là. Donc on a un flux de souscription qui est bon, quoi. Plus le fait qu'on a dépassé la barre des 100 millions d'euros et que la plupart des institutionnels ne regardent pas les fonds qui font moins de 100 millions d'euros. Justement, vous avez des objectifs là-dessus en termes de croissance, de taille du fonds, ou c'est pas forcément quelque chose qui vous tracasse plus que ça? En fait, la prochaine étape, ça sera probablement de lancer un fonds Small Cap Europe, mais cette fois-ci pas PEA-PME. Qu'est-ce que ça changerait dans la dynamique? On pourra faire par rapport aux 25% qui sont 25% qui sont hors PEA-PME dans le fonds Europe, ça permettrait peut-être d'en faire 50% ou un truc comme ça, quoi. Et ça, vous pensez que c'est un fonds qui pourrait venir surperformer ce que vous faites actuellement? Non, je pense honnêtement, tous les fonds, non, sauf à penser que les petites capis battent les moyennes, etc. On devrait avoir à peu près les mêmes performances. Ce qui est plus ou moins votre postulat de départ, même si... Oui, non, mais j'ai cru longtemps. Bon, c'est pas le cas depuis 5 ans, donc peut-être que le monde a changé, mais normalement, les petites battent les grandes. Hein, mais, pas depuis 5 ans. Oui. Donc vous êtes prêt malgré tout à sans remettre en question, c'est ce qui a toujours marché. Vous dites que ça marche plus aujourd'hui, que normalement ça devrait revenir. Mais ça devrait revenir un jour, mais bon... on sait ni quand ni pourquoi. Ni quand ni pourquoi. Non, mais ça peut aller très vite, hein, parce que le propre des small caps, c'est qu'elles sont peu liquides, donc il suffit qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui en achètent pour que ça monte, quoi. Quel regard vous portez sur la politique fiscale autour de la flat tax notamment en France? Est-ce que vous pensez que ça a un impact par rapport à ce qui se passe en Europe? Et quelle incidence ça a sur notamment le fonds France ou le fonds Europe? Bon, là, la baisse de la fiscalité, pour moi, est terminée. Donc, bon, ça change rien. Hein. Et qui surperformait le marché? Du tout. Vous n'avez pas regardé? Si aujourd'hui vous étiez un particulier et que vous aviez lu toute cette littérature sur l'investissement, ça serait quoi votre stratégie à titre personnel si vous aviez 0 contrainte de taille, de nombre de lignes pour surperformer, soit Indépendance AM ou de manière générale le marché? Je sais que vous aviez parlé dans une interview. Non, il y a un truc assez facile à faire, c'est vous prenez les 10 titres des meilleurs gérants. A priori, ça bat l'indice largement. Et si on prend les 10 titres d'Indépendance, est-ce qu'on bat Indépendance? Oui, il y a un forum sur la SICAV que nous ne gérons absolument pas, je ne sais pas qui l'a créé d'ailleurs, et où il y avait un horrible individu qui avait écrit, je crois qu'il prenait les 5 premières lignes du fonds et il battait le fonds régulièrement. En plus, il ne payait pas de commission, ce qui était immoral. Mais il y a une étude qui vient de sortir et qui démontre que les gérants qui sont battus par l'indice de référence ne sont pas si mauvais que ça, parce que si on prend leurs 10 premières lignes, ils battent leur indice. Ça, vous l'avez backtesté avec votre fonds, de savoir si vos 10 valeurs... Ah oui, non, mais là, c'est impressionnant. Et vous savez ce que vous auriez retourné si jamais vous aviez eu que 10 valeurs et que vous aviez été un particulier, justement? Aucune idée, mais... non, mais c'est pour ça que les pondérations du fonds France sont élevées. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je calcule toujours la performance pondérée, enfin ce qui est la réelle en fait, et la performance médiane, et la pondérée écrase la médiane. Alors d'une part, parce que j'ai moins de conviction sur les petites lignes, mais bon... honnêtement, j'ai toujours pensé que j'ai à peu près 40 lignes et les 25 dernières, elles ne servent à rien, quoi. Et justement, dans l'idéal, si vous aviez 0 contrainte réglementaire, est-ce que vous seriez sur un range de 20-25 lignes ou vous iriez au-delà ou en dessous de ce nombre-là? Non, mais j'aurais la trouille, donc j'aime... Donc ça Mon système marche, donc je ne vais pas le changer. Oui, donc finalement, la réglementation est bien faite. Bon, ouais. Non, c'est quand même plus risqué d'avoir 15 lignes. Mais forcément, on performe mieux, plus on est concentré, plus on performe, et plus il y a de risques aussi.
Ouais. Donc aujourd'hui, c'est finalement quelque chose qui vous va Mais en bien. fait, Puisque... ma vision, c'est qu'il faut avoir la même pondération. C'est-à-dire, si vous avez, admettons, 15 lignes Donc être équipondéré là-dessus. et équipondéré, le risque est... Enfin, je ne suis pas convaincu que le risque soit énorme. Parce que là, vous aurez une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, et le poids sera le même. Ce qui est risqué, c'est d'avoir une ligne avec une énorme pondération face à des lignes avec des faibles pondérations. Parce que là, pour moi, ça ne sera pas compensé. D'ailleurs, je crois que vous recommandiez aux gens qui voulaient battre l'indice, d'équipondérer l'indice pour essayer de le surperformer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien? Ça fonctionne, mais depuis, j'ai un peu changé d'avis. Je pense que le meilleur truc, c'est de prendre les 10 premières lignes, parce qu'il y a une nouvelle étude qui vient de sortir, hein, c'est pour ça que je change d'avis, en disant que vous prenez les 10 premières lignes de bons gérants et vous en prenez, disons, 4, et a priori, vous avez un très bon portefeuille. Sur des gérants qui partagent évidemment la même stratégie ou au Non, mais contraire? n'importe qui, enfin, des gens qui ont été bons sur 5 ans, quoi. D'accord, ok. Euh, alors, à chaque fois, on vous pose la question sur des périodes de temps différentes. Récemment, il y a quelques mois, c'était Katana, Séché et S2I. Ça serait quoi aujourd'hui vos 3 titres préférés? Alors là, j'ai commencé à faire attention parce que la réglementation sur l'abus de marché fait que c'est très dangereux de donner des favoris. Euh, donc je suis intéressé à ce que ces titres montent. On va quand même préciser tout de suite. Euh, donc la première ligne, pour moi, c'est Vallourec. Euh, alors Vallourec a eu une période très difficile. En plus, je les aime bien parce que au début des années 2000, j'ai fait fortune enfin, le fonds a fait fortune sur ce titre. Et je crois qu'on avait multiplié, il faudrait regarder, mais pratiquement par 20, mais peut-être que je me trompe. Donc Valorex, c'est pas toujours mauvais. Là, l'équipe dirigeante qui a été mise en place par Apollo est fabuleuse. Ils ont généré 1,5 milliard de free cash en 2 ans. Pour une capi de 3,5 milliards. Bon, je sais bien que c'est des tubes essentiellement pour le pétrole, mais bon, sauf à penser qu'il n'y aura plus de pétrole dans 7 ans, c'est monstrueusement sous-évalué. Donc pour moi, c'est quelque part le titre favori. J'ai un titre qui commence à m'interroger, c'est Pujula. Globalement, ils ont déçu l'année dernière. Le prix du granulé s'est effondré. Les conduits de cheminée, ça n'a pas marché très fort. Enfin, tout va mal. Enfin, tout est allé mal en 23. Néanmoins, leur activité bûche est un marché porteur. La bûche, c'est des bûches de 20 cm séchées, etc. Si vous n'êtes pas un spécialiste, vous apprendrez que les poêles modernes ne supportent que des bûches séchées et de 20 cm, et que c'est un segment de marché qui progresse d'année en année. Sur la partie granulée, les prix sont effondrés, donc c'est pas bon parce qu'ils en achètent et ils en vendent, mais moins c'est cher, plus la marge est faible. Néanmoins, grâce à cette baisse, c'est encore plus compétitif par rapport à l'électricité. Donc si les gens sont rationnels, ils vont mettre de plus en plus de poêles dans leur maison. Donc c'est des marchés assez porteurs. Le titre valait 30 € au plus haut au début 23. Il est à 13 aujourd'hui. De mémoire, le price earning doit être de 8 par rapport à l'année 24-25. C'est un exercice à cheval. Et ça me paraît c'est jouable. Voilà. Ça, c'est un titre que vous possédez ou que vous analysez? On le possède. Nous, Est-ce qu'il pourrait faire partie des titres qui rentrent dans cet effet momentum où finalement ils ont plus dévissé que le marché et que vous venez remplacer Ah oui, ils finalement sont par un complètement titre? effondrés. Non, mais c'est complètement effondré. Nous, on n'est pas sortis parce que ça s'est effondré très vite, parce que bon, on a été surpris. Enfin, bon, des tas de raisons. Mais vous auriez pu sortir en suivant un petit peu Oui, ça, on cette aurait pu règle. sortir. Et une troisième valeur, qu'est-ce qu'on va dire en troisième valeur? C'est un peu en dehors de mon scope, mais j'aime bien Coface.
C'est une société très bien gérée, un oligopole tranquille, un rendement impressionnant, un price earning modéré, c'est-à-dire à peu près 12. Bon, ils ont un sans faute depuis l'arrivée de Durand. En valeur de fonds de portefeuille, ça peut tenir la route. Justement, vous avez parlé des barrières à l'entrée, ces fameuses moats. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des boîtes dans lesquelles vous n'avez pas investi parce qu'elles ne correspondent pas à vos critères, qui ont des barrières à l'entrée qui sont très fortes et paradoxalement, même si elles sont très bien valorisées, dont le return on equity est extrêmement important? Il y aurait des sociétés dans le luxe ou enfin pour nous, ça serait surtout Interparfums, quoi. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de certains gérants qui s'inspirent de vous. Est-ce qu'à contrario, il y a des gérants, alors pas forcément en France, mais dans le monde, qui vous inspirent ou des gens dont vous lisez un petit peu la littérature? Comment est-ce que vous continuez à monter en compétences? Je lis les études, notamment des universitaires, hein. Non, mais il y a des choses amusantes parce que il y a une étude qui est sortie qui explique que 80% des titres ne font que le marché monétaire et qu'il n'y a que 20% qui bougent. Ce qui explique notamment maintenant quand les gens m'embêtent sur le value trap, je leur dis mais vous arrêtez ce genre de discours stupide. 80% des valeurs ne font rien, qu'elles soient value ou grosses, quoi. Il y a 20% des valeurs qui bougent, point final. Non, parce que pendant longtemps, les gens m'expliquaient que C'est un peu Pareto, c'est 20% fait 80% ouais. du Non, marché. mais que ma gestion, c'était bien, mais il y avait une valeur qui avait monté l'année dernière. Oui, mais C'est la mode de quelques années, quoi. non, mais c'est tout. Il y a toujours une valeur qui monte. Bon, là, à la limite, si on veut taper sur ma performance de l'année dernière, on va dire si vous enlevez S2I, c'est pas bon. Si vous enlevez, il faut aussi enlever Clask, hein, parce qu'il y en a deux qui ont bien marché. Et effectivement, si vous enlevez la meilleure performance ou les trois meilleures performances, la performance du fonds, elle est médiocre. Mais bon, j'avais pas vraiment de réponse. Mais ce qui serait d'ailleurs la même chose aux US avec les large cap et les 7 fantastiques qui Ouais, ont là, porté le marché. aux États-Unis, depuis quelque temps, c'est 7 et pas d'autres. Bon, nous, c'est quand même mieux que ça. Mais bon, voilà, le marché, enfin, effectivement, les performances, c'est concentré sur un petit nombre de valeurs. Justement, je sais que vous n'aimez pas faire des prévisions, que la macro, a priori, vous la regardez pas, même si vous devez forcément la regarder un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de valorisation actuel? Est-ce que les gens qui s'inquiètent, beaucoup de gens pensent qu'il va y avoir des effondrements parfois à juste titre jusqu'au moment où ça arrive. C'est quoi votre vision là-dessus? Non, mais alors d'abord, il ne faut pas jouer l'effondrement parce que ce qui est sûr, c'est que statistiquement, la bourse monte. Donc, si vous êtes un prophète de malheur, en fait, vous jouez contre la statistique et ce que vous dites est inintéressant. Bon, voilà, premier point. Deuxième point, personne ne prévoit l'avenir, et notamment la progression du PIB l'année prochaine. Et même en temps réel, déjà les prévisions sont mauvaises. Et statistiquement, les gens ne se rendent même pas compte quand il y a une récession. Donc bon, disons Puis globalement... il y a des effets de rattrapage, une récession, il peut y avoir une croissance forte en sortie de Covid, etc. Donc, Non, mais on voit très bien en fin 2018, le marché a décidé qu'en 2019, il y avait une récession. On ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? En fin 2022, les gens ont à nouveau anticipé la récession pour 2023. On ne l'a pas eu. Donc bon, résultat, les gens font des erreurs. Moi, j'ai eu un analyste hier qui m'a expliqué qu'il avait dit d'alléger Coface à 11 € l'année dernière parce qu'il anticipait une récession cette année. Et là, maintenant, son objectif de cours devient 15, mais le cours est déjà à 13. Donc, bon... ouais, vous restez un peu éloigné de... Non, mais enfin, pour moi, si vous voulez vraiment faire des prévisions, vous dites l'économie réelle va croître de 1%. Bon, il y aura des années à -1 et des années à plus.
Enfin, il faudrait à +2, sinon vous n'y arrivez pas. Mais bon, c'est pas la peine de se casser la tête. Vous dites 1% tous les ans. Et Donc puis vous dites voilà. que c'est une donnée fixe et qu'après, toute chose égale par ailleurs, il faut tenir compte de ça dans ces Oui, vous ces dites analyses. 1%, c'est pas la peine de rêver que les gens vont faire 10% en moyenne, sachant qu'il n'y a plus de croissance. Qu'en plus, la population devient de plus en plus vieille et que ça, par contre, c'est un frein très, très sérieux sur la croissance. Et justement, vous regardez cette donnée démographique, notamment en Europe, où il va y avoir des Ah oui, disparités non, moi, assez ça importantes. m'inquiète énormément. Ça, c'est catastrophique, en fait. Moi, j'ai été formé par... je ne me rappelle même plus de nom. Il y avait un grand démographe qui expliquait... non, mais c'était toute la politique nataliste de Gaulle. Hein. C'est, si jamais vous avez une baisse de la natalité, L'économie. une société meurt. Non, mais parce qu'on voit très bien... Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec le Japon sur ouais, les 20-30 dernières et années. là, on est en train d'entrer là-dedans. Parce que, bon, on voit très bien les gens de 70 ans, ils veulent du calme, ils ne prennent pas de risques. 70 ans, c'est mon âge. Voilà, non, mais c'est logique que vous ralentissez, donc c'est pas dynamique. En plus, je vais pas consommer plus demain qu'aujourd'hui. Donc voilà. Oui, et entre ça, la productivité et le nombre d'heures travaillées, bah forcément, c'est Ouais, trois après, facteurs qu'on vous l'impact allez le plus plus important. avoir la population active va diminuer. Enfin, tout va mal, quoi. Oui, alors on a créé 2 fonds small cap, des fonds à horizon dans lesquels on bloque les gens pendant 5 ans, donc ce qui nous permettait d'investir dans des sociétés peu liquides, notamment moins bien valorisées que les autres. Le résultat est mauvais parce que les small caps, c'était catastrophique depuis qu'on a créé ces fonds-là. Néanmoins, on a battu alors, on n'a pas d'indice de référence, ce qui pour moi est une erreur, mais parce que les investisseurs nous ont demandé de mettre un hurdle rate. Néanmoins, bon, la qualité de notre gestion, qu'on le veuille ou non, c'est par rapport à un indice de référence. On a largement battu les indices small cap, mais il y a de quoi pleurer quand même. Donc c'est du non-côté. Est-ce que c'est quelque chose? Non, c'est du côté. C'est C'est du du côté, mais... c'est pour éviter justement qu'il y ait trop de volatilité dans le fait que les gens viennent et viennent et partent du fonds. sortent. A priori, il y a moins de coûts de transaction. Et ça permettait de se dire, là, on joue vraiment la suppression de la décote des small caps par rapport au mid ou je ne sais pas quoi. Et c'est quoi votre performance sur ces fonds-là? Honnêtement, je ne les ai pas en tête, mais mettez 10 à 15% de mieux que l'indice small cap depuis le mois de mai 2022. Et ça, c'est des fonds sur lesquels vous pariez en vous disant que probablement ils auront plus de chances de performer que les fonds oui, France alors et on Europe. espère des sorties de la cote. Et c'est des belles sociétés aussi. Mais... Et ça, c'est des fonds qui sont toujours ouverts à la souscription, qui Non, sont c'est fermés. fermé. Oui. Donc vous les avez ouverts pour vos clients historiques. Oui. Et c'est des fonds qui représentent quelle taille à peu près? 80 millions ou 90 maintenant. Alors on parle souvent d'appauvrissement de la cote. Quel est un peu votre regard là-dessus, sur l'assèchement du nombre d'actions notamment? C'est impressionnant. Hein. Il y avait 1000 sociétés cotées, on n'en a plus que 875 la dernière fois que j'ai regardé. Disons, bon, on ne peut pas avoir du private equity qui paye 30% plus cher que nous. Donc pour vous, c'est aussi en grande partie des fonds de private equity qui rachètent des boîtes qui sont cotées parce qu'elles sont sur des niveaux de valorisation plus faibles? Oui, c'est ça. Et par ailleurs, elles assèchent le marché parce qu'elles achètent des sociétés qui, assez naturellement, se seraient cotées. Et là, on voit vraiment la surcote du private equity. C'est quand ils nous amènent un titre, qu'ils font coter un titre qu'ils détiennent, il est monstrueusement surévalué. Il ne faut surtout pas acheter des titres qui viennent du private equity, quoi. D'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, alors sur la partie tech, mais avec les fameuses licornes françaises qui ont leur valorisation, qui ont dévissé, dont beaucoup espèrent qu'il va y avoir à un moment donné des introductions en bourse. Quel regard vous portez justement à ce type de sociétés, qui sont des sociétés à très forte croissance, mais forcément des niveaux de valorisation qui sont très Oui, loin pour moi, c'est des mauvais investissements. Hein. Donc vous n'investiriez pas du tout dans des startups? Non, jamais.
Non, c'est trop compliqué. Et au-delà de la complexité, sur le niveau de valorisation? Parce que, disons, en fait, à un moment, je faisais du M&A, et évidemment, les vendeurs voulaient des prix très élevés. Et ça m'avait toujours paru comique ou étonnant qu'on ne mette pas, à la limite, la société faisait 10 de résultats, vous disiez demain je vais en faire 50 et négocier un prix sur la base de 50. Et moi, j'aurais tendance à dire, j'achète sur la base de 10, et si jamais vous faites 50, je vais vous donner un gros chèque, ce qui me paraît beaucoup plus raisonnable. Qui incentive sur le résultat Ouais. futur plutôt que de faire Donc, un pari. un truc, mais les marchés ne raisonnent pas comme ça, donc c'est pas la peine d'y aller, quoi. Mais on a l'impression que ça nous donne, c'est que finalement, c'est calé sur le marché américain, qui a beaucoup soutenu des startups qui devaient se battre pour la croissance sans forcément essayer d'avoir du résultat. Et Ouais. que là, les startups françaises découvrent ce que c'est que les bits, que le résultat net et le seuil de rentabilité. Oui, alors, comme il y a moins de gens qui investissent dans des sociétés en perte, il faut arrêter de faire des sociétés en perte. Oui. Mais il faut dire que, honnêtement, il y avait des trucs stupides, quoi. Non, mais il y avait des trucs stupides, des boîtes de travail temporaires qui se battaient sur un marché en cassant les prix. Et Qui était une sorte de dumping pour vous? Oui, c'était du dumping et qui, résultat, disons, se concentrer sur le marché des garçons de café, qui est quand même. Enfin, bon, c'était vraiment parce qu'ils étaient. Enfin, quelque part, un garçon de café, ça vous. Enfin, il y a. Enfin, bon, il y a certainement une technique, mais je pense que les très bons garçons de café restent où ils sont, et les autres passent d'un café à un autre. Et là, effectivement, disons, la personne qui recrute peut effectivement être très sensible au prix, mais c'est un micro-marché, quoi. Alors, on sait que la capacité d'épargne des Français est très importante. Je crois qu'elle est pas loin de entre 17 et 19%. Pour autant, on ne va pas dire que les Français sont particulièrement attirés par les marchés financiers et la bourse en comparaison d'autres marchés comme aux États-Unis où ils ont une culture beaucoup plus forte. Est-ce que ça, pour vous, c'est culturel? Et qu'est-ce qui pourrait réconcilier les Français avec l'investissement, notamment boursier? Alors, c'est culturel. C'est quoi? C'est le rapport à l'argent ou c'est plus un rapport à l'éducation et à Alors, l'investissement? d'une part, les Français sont assez nuls en culture économique, il faut quand même le dire. Que par ailleurs, mais je pense que c'est passé, c'était le krach de 29 avait traumatisé mes parents, disons. Donc après, ils avaient transféré ça à leurs enfants. Mais enfin, ma génération est en train de disparaître, donc voilà. Il y a une idéologie de gauche où le fait d'être un capitaliste, c'est mauvais. Donc là, c'est quand même très marqué. Alors, est-ce que c'est pas aussi, on parlait de religion très brièvement tout à l'heure, mais le côté plutôt protestant États-Unis où le fait de faire de l'argent n'est pas vu comme une chose mauvaise, et le catholicisme qui, il y a des siècles, condamnait un petit peu le fait de faire de l'argent? Oui, c'est. Enfin, oui, mais c'était quand même hypocrite. Les gens, ils essayaient de gagner de l'argent. Mais est-ce que sur le fait de, sans dire de l'afficher, mais en tout cas de pouvoir faire des choses de manière beaucoup plus ouverte par rapport à ça, Oui, est-ce que non, mais il y a un côté bloquant. Effectivement, les gens ne doivent pas afficher. C'est clairement les normes sociales, qui, d'après moi, ont pas mal bougé parce que, enfin, ma génération, on n'avait que des fortunes quelque part héritées. Et le fait que le nombre de gens qui ont vendu leur société pour des prix fabuleux au cours des 10 dernières années, pour moi, a complètement changé la géographie du capital en France, en fait. Et au-delà de l'éducation financière, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour promouvoir l'investissement en bourse notamment? Bon, d'abord, ils avaient fait un truc très bien qui était le PEA. Ils ont renié les avantages fiscaux, ce qui est stupide. Bon, résultat, c'est. Ça a un impact direct pour vous sur Ouais, l'allocation? le PEA, c'était un truc génial. Non, mais il faut dire ce que c'était. Mais non, mais il y avait un livre qui Freak Economics, oui, ça s'appelait, qui posait la question pourquoi les dealers
les dealers en drogue vivent chez leur maman. Il donnait la réponse parce qu'ils rêvent tous de remplacer leur chef. Donc le chef de bande gagne très bien sa vie et toute la bande crève la faim, en fait, pour simplifier. En plus, c'est assez dangereux parce qu'ils peuvent prendre une balle ou aller en prison. Mais l'espoir d'être le chef et de gagner très bien sa vie suffit à les motiver. Et donc, il faut aussi que le gouvernement réalise que s'il veut attirer les gens en bourse, il faut qu'il laisse quelques personnes gagner une fortune. Et là, tout le monde se dira, je vais faire comme lui. Oui. Alors que si vous piquez le maximum d'impôts sur les gens qui gagnent de l'argent en bourse, vous aurez beaucoup moins de gens qui iront en bourse. Et c'est la même stratégie, même sur la construction d'une fortune à travers une entreprise. Si jamais vous payez des frais trop importants, les gens vont aller construire leur société ailleurs. C'est un effet... Donc ça, c'est là. Et après, peut-être un mauvais marketing de la part des gens comme nous, des sociétés de bourse. Là, actuellement, j'ai l'idée de faire un concours boursier en disant, vous faites un portefeuille de 40 valeurs et on regarde au bout d'un an qui a gagné et on lui donne un chèque. Et là, je pense que ça motiverait pas mal. Il faut faire un peu de marketing boursier. Justement, ça c'est quelque chose qu'on constate. Vous participez à de plus en plus d'émissions et de podcasts. Vous avez un site qui est très beau aujourd'hui, flambant neuf. Elle vient d'où cette stratégie de communication qui est nouvelle par rapport à ce que vous faites? Les gens du métier vous connaissez aujourd'hui, plus de particuliers vous découvrent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Bon, on a refait le site parce que le mien était très bon. Mais il y avait un côté lynchien, il y avait un côté... non, mais il était très didactif. C'est-à-dire, si vous lisiez tout, et notamment la bibliographie, vous deviez génial. Moyennant quoi, au point de vue commercial, c'était assez inefficace. En plus, on a quand même, disons, interrogé des gens qui savaient faire un site, qui nous ont expliqué que plus personne ne lisait et qu'il fallait faire des films. Donc on a fait un superbe film, il faut le dire. Et donc c'est un site qui correspond aux critères du site internet aujourd'hui. Bon, dans 5 ans, on aura à nouveau un site pourri et il faudra recommencer. Mais pour le moment, on a un très beau site. Accessoirement, on a eu la chance d'aller sur un site d'une société qui doit s'appeler Argos, qui est en private equity, et qui avait fait un très beau site. Et après, on a appris que grâce à ce très beau site, ils avaient fait une levée de fonds, les mains dans les poches, et on s'est dit, bon, si ça marche pour eux, pourquoi pas pour nous? Donc on a fait un site qui a priori est joli et qui est efficace, disons, beaucoup plus efficace que celui d'avant. Les podcasts, c'est complètement accidentel. On savait qu'il fallait... atterrir sur les réseaux sociaux, mais on ne savait pas comment. Il se trouve que je suis passé sur l'émission de Fiorentino sur BFM, que quelqu'un m'a vu, Coup de fil en aiguille, ça se fait comme ça. Oui, m'a invité à un podcast. Il a eu pas mal de vues. Résultat, un autre podcasteur s'est dit pourquoi je ne l'inviterais pas. Il a eu pas mal de vues et ainsi de suite. Et grâce à ça, on a fait beaucoup de podcasts l'année dernière. Est-ce que vous sentez que ça a eu un impact sur la collecte notamment ou sur le... Probablement, non, parce que j'ai mon fils qui... il est directeur général. Hein, le truc qui était du genre, les podcasts, c'est les particuliers. Les particuliers, c'est des petits montants. Nous, notre cœur de cible, c'est les institutionnels et tout. La réponse, c'est faux. On a découvert que les institutionnels regardaient les podcasts. C'est des particuliers aussi, à une autre échelle, évidemment. Oui, non, mais le truc ahurissant, c'est il a vu un investisseur suisse qui évidemment a critiqué mes podcasts, notamment un que j'avais fait chez moi, en disant que c'était pas professionnel. Donc il faut faire des podcasts professionnels, sinon ça nuit au marketing de ma société. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Et donc effectivement, aujourd'hui, disons, bon, ça revient à dire, les gens ils lisent plus, il faut du vidéo, il faut du visuel, et les gens vont sur YouTube.
Alors les gens lisent plus, mais malgré tout, vous avez recommandé un certain nombre de bouquins au travers de toutes les vidéos que vous avez fait. Là, vous en avez cité 2 tout à l'heure. C'est quoi les 2-3 bouquins qui vous semblent essentiels pour quelqu'un qui a envie de se lancer, dans l'investissement? Alors toujours le même, hein, pour moi, une excellente lecture des 10 dernières années, c'était The Little Book of Behavioral Investing, qui en plus est petit, mais fait vraiment le résumé de toute l'analyse comportementale liée à l'investissement. Il est génial. Voilà. Moi, j'adore ce bouquin. Après, si vous avez du temps, vous pouvez acheter son plus gros livre qui est Behavioral Finance, qui est j'adore, c'est des articles, enfin, j'aime beaucoup ce livre-là. Toujours Benjamin Graham, parce que bon, ça. Et ce que vous disiez, c'est qu'en le relisant des années après, vous vous êtes rendu compte que finalement, vous pratiquiez un peu son Non, mais approche. en fait, Il avait tout soit dit, dit en quoi. passant, en fait, la vérité, c'est qu'il a publié des tas de bouquins qui s'appellent The Intelligent Investor, Donc ça dépend de la version. ouais, qu'il a complètement changé de stratégie. Au début, c'était. Ah oui, j'ai réussi à faire ça une fois il y a peu de temps. C'était dans quelle société? Je me demande si c'était pas Jacquet Industries, où il voulait acheter des boîtes qui avaient une décote. Ah non, oui, c'était Gévelo, oui. Alors Gévelo, je m'empresse de dire que nous achetons du titre Gévelo. Donc si ça monte suite à ça, ce podcast, n'en achetez pas. Voilà. Et Non, mais Gévelo à un moment, mais c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, c'était inférieur à réalisable et disponible. C'est-à-dire? La capitalisation boursière était inférieure au cash, pour D'accord, simplifier. ok. Voilà. Donc de temps en temps, vous trouvez une société comme ça, mais c'est rare. Et justement, quelle est la version que vous recommanderiez sur le bon bouquin de Graham à lire, ou en tout cas la version qui vous correspond? Non, mais en fait, on trouve pratiquement plus jamais les premiers. Et je crois que vous le disiez Le d'ailleurs dans premier un de podcast. 49, j'arrive pas à le retrouver. Et c'est ça, vous aimeriez bien. Et vous trouvez la version de 67 qui est commentée, en fait. D'accord, ok. Et d'autres bouquins auxquels vous pensez, ou c'est vraiment ceux-là les principaux? Moi, j'aime bien Dreeman. Dreeman, qu'est-ce qu'il a écrit? Contrarian Investment, Mhm. qui est pas mal fichu. Unknown Market Wizard aussi, je crois que vous en parliez. Non, ça Non. me dit rien. Bon, ça reviendra peut-être. Si là vous deviez donner un conseil à un jeune qui s'intéresse au marché boursier, qui a envie de sortir puisqu'il a écumé, je sais pas, des pertes en crypto, et qui se rend compte que la spéculation, ça va un temps, mais c'est pas comme ça qu'on construit son patrimoine, quel conseil vous donneriez finalement à quelqu'un qui a 20-25 ans, qui est en train de se construire une éducation financière pour commencer dans l'investissement boursier? D'abord, il faudra qu'il lise les rapports annuels. S'il est dans un secteur, qu'il investisse dans le secteur qu'il connaît. Et sinon, maintenant, je pense que un bon moyen de démarrer, c'est de prendre les 10 valeurs de 4 gérants considérés et reconnus, on va dire, par Investir, qui reconnaît que je suis un bon gérant, c'est pour ça que je dis ça, et de se concentrer sur ces 40 valeurs, de les analyser lui, et voir s'il est d'accord ou pas d'accord. Et s'il est d'accord, bon, voilà, il peut les acheter. S'il n'est pas d'accord, bien marquer pourquoi il n'est pas d'accord et voir après s'il a raison ou s'il a tort. Et progressivement, il apprend, quoi. Et pour vous, c'est plutôt dans ce format-là que de dire, je recommanderais plutôt à des investisseurs particuliers d'investir sur un tracker de l'indice, ou d'investir directement chez Indépendance AM, de se former sa propre Bon, culture je ne vais pas financière. dire d'investir chez moi parce que ça serait C'est trop ridicule. évident. Donc voilà. Non, mais voilà, ça, c'est d'autres personnes peuvent le dire, mais pas moi. Les trackers, c'est pas mal, mais c'est un peu déprimant, quoi. Et puis, on commence à avoir des études qui démontrent qu'à cause des trackers, les marchés sont moins efficients. Donc, moi, je dis à mon équipe, vous avez de la chance parce que, disons, quand j'étais jeune, on était bons, les gérants, et on répercutait assez facilement les informations. Maintenant, il y a toute une partie des investisseurs qui ne lisent plus les journaux, c'est les trackers. Et on commence à voir que, résultat, les marchés sont un peu moins efficients. Il y a une étude qui est sortie et qui montre
que sur les sociétés qui sont marquées par dont le bénéfice varie avec les taux de change, les sociétés qui sont détenues le plus par les trackers réagissent moins que les autres. Donc, si on estime qu'il serait légitime que la variation de taux de change se reflète dans le cours, le fait que les trackers, disons, rendent ce mécanisme moins efficace voudrait dire que les marchés seraient moins efficients et que globalement, moins c'est efficient, plus c'est facile pour les gérants actifs. Ouais. Non, mais on voit très bien, si le jour où il n'y aura plus qu'un seul gérant actif qui lira les rapports annuels, s'il ne fait pas fortune, c'est à pleurer, quoi. Ouais. Vous parliez de l'évolution, j'allais dire de la faible évolution de votre process au cours du temps et pour les bonnes raisons que vous avez expliquées. Est-ce qu'il y a eu des évolutions ou des apports du fait de travailler avec votre fils ou d'autres co-gérants dans la structure? Est-ce que ça a modifié un petit peu votre manière de fonctionner? Pas énormément. Non, parce que en fait, ce qui se passe, c'est globalement, on a les mêmes performances depuis 30 ans. Donc, on essaye d'améliorer, mais on ne veut surtout pas changer. Donc ça donne une stabilité remarquable. Et de temps en temps, on change. Et de temps en temps, quand on change, on se prend une gamelle. Oui, donc vous revenez à vos fondamentaux assez rapidement. On a du mal à changer beaucoup. Donc, on a fait 3 erreurs récemment. Donc, ALD, qui était ne jamais acheter une société qui fait une acquisition. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas du tout, justement, l'intégration de cette société? Parce que les vendeurs connaissent mieux la société que les acheteurs. Et il y a quelque chose qui s'appelle the winner's curse. C'est-à-dire, s'il y a des enchères, et maintenant, quand vous achetez une société, elle est toujours mise aux enchères, le type qui achète, il a payé plus cher que tous les autres, donc il a trop payé. Oui. Donc ça, c'est... Et inversement, donc ça, c'est du côté acheteur. Et du côté vendeur, le vendeur, lui, il connaît la boîte. Bon... Et du côté d'ALD, il y avait différents facteurs. Il y avait évidemment l'augmentation du coût du crédit, le levier opérationnel qui baissait. Et pour vous aussi, cet élément... Non, mais il ne faut pas raisonner. En fait, le secret dans l'investisseur, c'est se dire, analyser les sociétés, c'est trop compliqué. Il faut rester très simple. Voilà. Donc, c'est de se dire, ils font des acquisitions, ils ne savent pas ce qu'ils achètent parce que personne ne le sait. Et donc, c'est risqué. Et comme en France, parce que c'est en France où ça se passe, les gens aiment les acquisitions qui font monter le titre, d'après moi, pendant 1 an. Après 1 an, ça s'inverse. À la rigueur, vous pouvez jouer le facteur 1 an, mais c'est là que vous êtes en train de spéculer. Mais au bout d'1 an, il faut sortir à toute vitesse. Mais du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudra attendre de voir l'impact de l'acquisition pour se rendre compte du ROE et de la valorisation et se dire à ce moment-là, est-ce que ça a un sens? Non, mais généralement, on découvre que les gens ont fait une erreur en faisant l'acquisition. Mais du coup, est-ce que c'est pas presque un mauvais signe en tant que boîte en France, quand on sait que, j'allais dire, une acquisition sur 2 n'est pas forcément réussie, comme moyen de croissance des boîtes qui font beaucoup d'acquisitions? Alors en fait, c'est compliqué parce qu'il y a une période, quand les taux étaient bas, où les acquisitions ont marché. Voilà. Et où ma stratégie de ne pas faire d'acquisition, enfin pas d'acheter de sociétés qui faisaient des acquisitions, n'était pas une bonne stratégie. Vous voulez dire en termes de prix, mais pas forcément en termes d'intégration? Non, en termes valeur. En termes boursiers, disons... je me suis, entre parenthèses, interdit d'acheter des sociétés qui faisaient des acquisitions. Et en fait, j'ai eu tort pendant, disons, 5 ans à peu près. J'ai fini par changer d'avis. Mais dès que les taux redeviennent corrects, c'est-à-dire du 4-5%, je pense qu'il faut éviter les acquisitions. Et ne pas oublier, c'était François Feuillet qui avait dit... il est extrêmement dur de faire la comptabilité d'une société après une acquisition. Si je veux améliorer mon résultat au cours des prochaines années, c'est facile. Si je veux le détériorer, c'est facile. Si je veux que l'acquisition n'ait pas d'effet, c'est très compliqué. Donc déjà, l'acquisition pollue les comptes pendant 2 ans après l'acquisition. Donc nous, on travaille quand même sur les comptes. Oui. Pour rentrer sur une action comme ALD, vous attenderiez encore un an pour vous dire est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui, après, il faut analyser, c'est pas évident.
Non, mais il y a eu des trucs bizarres sur LD parce que on nous avait vendu un système informatique génial qui leur permettait de travailler en marque blanche. Ils rachètent l'ISPLAN, ils disent finalement on va garder l'informatique de l'ISPLAN parce qu'ils sont en train de faire un truc génial qui dira papa-maman et qui est peut-être meilleur que le nôtre. Puis un an après, de dire on arrête le LISPLAN parce que, bon, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. Ouais. Enfin, quand ils ont dit qu'ils continuaient, ils avaient quand même des doutes, je reconnais. Ouais. Mais après, une excuse absolument géniale de dire on n'a pas audité leur informatique parce qu'il y avait, on était dans la période où on attendait les autorités de la concurrence, qu'on arrête la plaisanterie. Quand vous faites une due deal, vous pouvez regarder le système informatique qui était quand même le core business. Mais bon. Ouais. Donc, bon, acquisition, c'est mauvais. Holding diversifié, c'est mauvais. Résultat, j'en ai fait un. Justement, sur les holdings, il y a systématiquement des décotes. Quel regard vous portez là-dessus ? Il ne faut pas y toucher. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune visibilité. Pour vous, c'est trop dispersé, c'est trop compliqué à Non, analyser ? mais pour moi, la définition du holding, c'est qu'est-ce qu'il va acheter demain ou vendre après-demain. Voilà, si vous regardez Chargeur, il est allé dans les musées. Si vous regardez SFPI, il est allé dans les stores en Autriche. Peugeot. Personne ne savait qu'ils allaient faire ça. Donc le holding Peugeot, par exemple, c'est quoi votre... Je ne connais pas, en fait. Et puis vous avez dit équipementier automobile, de toute façon, vous... Ouais, je ne fais pas d'auto. Non, mais voilà, disons, un holding diversifié, quelque part, vous ne savez pas ce que vous allez acheter, donc il est logique qu'il y ait une décote. En plus, la décote va monter et descendre avec la bourse. Alors ça, il y a quand même des holdings qui sont très concentrés, qui ont une, deux valeurs et qui sont pour le coup assez simples à analyser. Oui, vous pouvez faire du Burel. Si vous voulez faire du Plastic Omnium, vous pouvez dire Burel, c'est moins cher que Plastic Omnium. Ok. Dernière question. Alors, je crois savoir que vous en avez parlé, mais plus tellement sûr. Est-ce que vous êtes un joueur d'échecs ? Oui, mais de plus en plus mauvais. Je sais plus. Mais est-ce que c'est une rigueur, je ne sais pas, quotidienne, hebdomadaire que vous avez ? Est-ce que ça Non, j'ai arrêté maintenant. Je suis parti au bridge, c'est plus reposant. Et ça n'a pas du tout impacté ou influé votre manière d'analyser ou d'investir ? Si, mais ça, c'était à l'INSEAD où j'ai vu que le joueur d'échecs était un être particulier. C'était une copie de stratégie. Et disons, on voyait la différence entre un joueur d'échecs et quelqu'un de normal. C'est-à-dire, dans la stratégie, c'était je fais ça, mon adversaire fait un truc génial, mais je fais un truc encore mieux, etc. etc. Donc, dans la stratégie, l'anticipation. Ouais. Alors que le joueur d'échecs, c'était je fais ça, mon concurrent ne fait rien, mon concurrent a un mauvais coup, mon concurrent a un bon coup, il a un bon coup, j'ai fait ça, et ça devenait assez illisible comme copie. Et résultat, c'était beaucoup moins brillant qu'une copie bien notée. Et vous suivez par exemple Magnus Carlsen ou les exploits des jeunes Non, Français ? maintenant j'ai arrêté, je ne suis plus... non, mais en fait, bon, je jouais aux échecs et je m'en tirais parce que je connaissais très bien l'ouverture anglaise et normalement je la connaissais mieux que mes adversaires et je me débrouillais avec les autres ouvertures. Et je crois l'ouverture préférée de Maxime, le numéro 3 mondial. Ah oui, c'est redevenu la mode. Non, parce que c'était Fischer qui faisait ça à un moment. Mais je suis resté à ce niveau-là. Et en fait, je jouais énormément pendant l'été. Je jouais 4 heures en Espagne pendant la sieste. Donc, ça me permettait de garder un bon niveau. Puis après, je ne suis plus allé en Espagne. Et puis, j'avais plus de capacité à trouver du temps pour jouer. Donc là, c'est fini. Monsieur Egons, merci beaucoup pour votre intervention. Merci de m'avoir invité.